Saint-Barthélemy, île des Antilles françaises, située à 200 km au nord-ouest de la Guadeloupe. Ici, lorsque les avions atterrissent sur ce terrain acrobatique, personne n'est là pour vérifier l'identité des voyageurs et le contenu des caisses. Tout peut entrer à Saint-Barthélemy et tout peut en sortir sans contrôle ni douane. L'île, 23 km², 50 km de route, 2500 habitants, est un port franc. Le maire, Rémy de Hennon, dès son entrée en fonction, a su apprendre à ses administrés ce qu'on peut faire d'un territoire qui jouit d'un pareil statut unique dans les Caraïbes. Il y en a parfois qui capotent ici en atterrissant. Ben, l'autre petite carcasse qui est derrière, c'est un gars qui a loupé le col là-bas, oui. Qui s'est présenté trop bas. Il s'est tué? Non. Non, il y a un bon Dieu pour les fous. Hein. Il y a eu beaucoup d'accidents de ce genre? Non. C'est le seul un peu sérieux. Ils ont eu de la veille, ils étaient 3 dedans. C'est l'instructeur. Je leur avais dit surtout ne vous entraînez pas ici et surtout quand le vent n'est pas bon. Oui, cet imbécile, l'instructeur, m'a pas écouté. Il y a 3 dedans. L'Allemand qui habite là-haut, Renck, un promoteur immobilier, et l'instructeur. Et... C'est vous le premier qui avait atterri ici? Oui. Ça se présentait comment à l'époque? Il y avait une piste, il y avait quelque chose? Ah non, il y avait un pâturage avec des arbres, quelques arbres, une mare, etc. C'était un tout petit avion, c'était un biplace. Rearwing Porter, on en a fait très peu, c'est un type américain avec un petit moteur en étoile de 5 cylindres, c'était très amusant. C'était très difficile comme atterrissage, ça s'est passé normalement? C'est une question d'avion et d'habitude, c'était déjà une prévu. En 1648, les Français débarquent à Saint-Barthélemy sans Normands, qui se font immédiatement avaler par les Indiens Caraïbes. 10 ans plus tard, deuxième débarquement. Les indigènes, sans doute rassasiés, mangent une partie des Français et abandonnent le reste. Ce reste vivant, fidèle aux habitudes normandes, se précipite sur la terre et la travaille. Trop pauvres pour s'offrir des esclaves, ils grattent eux-mêmes ce sol aride et se reproduisent entre eux jusqu'en 1740, où ils atteignent le nombre de 600. Pendant les 50 années qui suivent, l'Angleterre s'empare 5 ou 6 fois de Saint-Barthélemy, mais la France la récupère, sans doute par esprit de contradiction, car elle ne sait trop que faire de ces paysans résolument français, hors des modes, hors du temps, hors des circuits économiques. C'est alors que le ministre Vergennes, en 1784, échange avec les Suédois les 739 paysans et leur île contre un droit d'entrepôt à Göteborg. Les nouveaux acquéreurs érigent Saint-Barthélemy en port franc, et alors que les Antilles, à la suite de l'Europe, sombrent dans une guerre de 30 ans, ils déploient bien haut le drapeau de la neutralité. Le résultat dépasse l'espérance. 6000 trafiquants s'abattent sur l'île et font fortune dans un gigantesque marché international. 2000 navires quittent Saint-Barthélemy chaque année, pour des destinations diverses, rapportant du 1000%. Des ruisseaux d'or coulent du roc dénudé. Mais la longue guerre s'achève, la neutralité ne paye plus, la poule aux œufs d'or agonise. Les trafiquants s'envolent comme des moineaux et le gouverneur suédois se retrouve presque seul face à 900 paysans normands qui chantent « J'irai revoir ma Normandie » aux fêtes patronales. On décide alors de mettre l'île en vente, mais les clients ne sont pas nombreux. Alors on baisse les prix, et en 1874, la France enlève l'affaire pour 320 000 francs, retrouvant ainsi ses fils oubliés, à qui elle accorde généreusement le droit de choisir eux-mêmes leur destin. Les Saint-Barth que vous voyez célébrer la Toussaint sont tous cousins, descendants des 14 familles de 1648. Leurs noms sont Gréau, Magras, Lédé, Aubin, Brun, Bernier et Berry. Ils se ressemblent presque tous, parfois on dirait des jumeaux.
Ils ont gardé de leurs ancêtres les Normands le sens de l'économie et du labeur, la roublardise et la méfiance. Pour la plupart, le journaliste est un intrus, un ennemi même. Il ne vient dans l'île que pour filmer la vie désuète, les travers et les tares d'une population consanguine. C'est le chapeau traditionnel de l'île, ça? Oui. Oui. Et vous vendez ça combien? Dans les 5 000 francs. 5 000 francs? Oui. Pour 15 jours de travail, c'est pas beaucoup, hein? Vous faites autre chose? Je fais le travail des souliers. Ah, vous faites des chaussures aussi? Oui. Et votre mari, qu'est-ce qu'il fait? Je suis pas mariée. Vous n'êtes pas marié? Non. Et votre sœur, elle est mariée? Non. Ah, vous vivez simplement entre célibataires alors ici? Oui. Est-ce que vous êtes déjà sorti de l'île? Oui. Où êtes-vous allé? J'ai à la Guadeloupe. Ah, en Guadeloupe. En avion? Non. Au bateau. Pourquoi vous n'avez pas pris l'avion? T'es pas né en ville de ce temps. Il n'y avait pas d'avion encore à Non. l'époque? Il y a combien de temps alors que vous êtes allé là-bas? À 18 ans. Il y a 18 ans? Oui. Et puis depuis 18 ans, vous n'êtes pas sorti de votre île? Non. Vous non plus, mademoiselle? Je pas sorti non plus. Vous n'êtes jamais allé à Pointe-à-Pitre? Vous avez été une fois à Pointe-à-Pitre? Mademoiselle, vous avez été une fois en Guadeloupe? Une fois, 2 fois. 2 fois. Pourquoi vous êtes allé là-bas? Il y allait pour opération de l'appendice. Ah, parce qu'il n'y a pas de médecin ici? Il n'y a pas de médecin? C'était une des médecins, mais pas pour faire de l'appendice. On prétend que les Saint-Barts ne sont pas aussi pauvres qu'ils ne paraissent. Lors de l'échange des anciens francs en nouveaux francs, le trésorier payeur venu de Guadeloupe pensait que pour 2500 habitants, 25 millions suffiraient. Quelle ne fut sa stupéfaction, après 3 jours passés dans l'île, de constater qu'il avait échangé pour 1 milliard 250 millions. Outre le sens de l'économie, le Saint-Bar a le sens de la propriété. Dans ce minuscule îlot où tout le monde est parent, chaque paysan clôt son champ de murs de pierre, et l'on se traîne en justice pour d'obscures histoires de bornage. Vous n'êtes que des femmes qui habitez ces 2 petites maisons-là? Oui, oui, c'est ici, on habite. Parce que la vieille maison qui est là, mon Dieu, ça remonte à plus de 200 ans. Ah oui? C'était tellement longtemps, voyez-vous, ça ressemble un peu... C'était la bonne maison figure, de mais mon c'est... arrière-grand-père. C'est ça. C'était la maison de mon arrière-grand-père. Alors, papa travaillait, mais comme je vous dis, c'était la pauvreté. Il a fallu qu'il allait à Saint-Thomas travailler pour pouvoir faire la vie de sa famille. Il avait 4 enfants, c'était 4 filles. Il nous a donné un petit peu d'instruction juste pour lire et écrire. Mais ce n'était pas suffisamment pour dire, eh ben, ça pouvait nous donner un avenir plus large. Alors, on a fait ce qu'on a pu. Alors, l'aînée de ses filles a été religieuse et maintenant, elle travaille au Marigot à Saint-Martin. Elle a fait beaucoup de services dans les hôpitaux parce qu'elle est religieuse, mais enfin, elle s'occupe des malades. Et puis après, quand j'ai vu que la vieille maison allait tomber sur nous, eh bien, moi, j'ai travaillé à, je vais vous dire, économiser la vie un petit peu et souffrir par moments de faim pour pouvoir mettre des sous de côté et pour arriver à faire cette petite maison pour nous préserver en cas de cyclone. Alors, par exemple, s'il arrive un cyclone comme ça fait parfois, la vieille maison ne supportera pas un gros mauvais temps. Alors, pendant ce temps, eh bien, je dors bien, je dis, eh bien, s'il arrive un cyclone, eh bien, on peut se reposer ici. Vous avez combien de mètres carrés de terrain ici? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je ne suis pas suffisamment intelligent pour pouvoir vous dire cela. Enfin, le tour de la maison nous appartient. C'est grand ou c'est petit, le terrain qui vous appartient? Eh bien, c'est le tour de la maison. Ah, le tour de la maison. Le tour de la maison, oui. Et qu'est-ce que vous cultivez là-dessus? Mais justement, comme je vous dis maintenant, vous voyez des herbes, mais en temps de sécheresse. Mais il n'y a pas d'herbe. La terre est nue. Alors, nous avons quelques cabouilles
Vous connaissez ce que c'est? Ce sont des Oui, chèvres. oui. Eh bien, c'est ce que nous faisons. Et nous n'avons pas plus que ça, que quelques chèvres. Et on les soigne, mais comment? Il faut soigner un chèvre peut-être 12 mois pour arriver à le vendre de 10 000 anciens francs. On n'a pas de métier. À bien dire, tous les féminins n'ont pas de métier. Alors on est là. Moi, je suis ici avec une sœur. La sœur, justement, elle est sourde, elle est malade de la mentalité. Voyez-vous ce que c'est? Non. Vous ne voyez pas ce que c'est, vous connaissez à peu près une folle. C'est un peu simple, oui. Oui, c'est un peu ça. Elle n'est pas folle, mais Oui. elle est un peu comme ça. Alors, il y a encore ma sœur qui est là, elle a 6 enfants. À Saint-Barthélemy, la mer est généreuse et la pêche se vend moins de 5 francs le kilo. Mais ceux qui font fortune, ce ne sont pas les pêcheurs. Ce sont ceux qui partent le soir avec des barques chargées de whisky et qui vont aborder discrètement sur les innombrables îles de la mer des Caraïbes. Ce sont aussi ceux qui importent hors taxe et légalement des produits du monde entier et dans les entrepôts desquels viennent se servir les trafiquants de tout poil. Ce sont ceux encore qui vendent leurs terres à de riches étrangers pour y construire des villas. Vous avez des terres ici à Saint-Barthélemy? Oui. Oui. Oui, Beaucoup? oh, j'ai un peu. Ça, c'est une de mes propriétés. J'en ai encore. Non. Et j'en ai là-bas. Ça représente combien d'hectares tout ça? Ah ben, là, ça fait environ 30 mètres sur 60. Ouais. Ça se vend bien le terrain maintenant ici, hein? Oui, mais ça c'est. Il y a terrain, ça c'est le cœur de la ville. Oui. Ah, ça c'est un cheval de notre couleur. Les Américains achètent beaucoup ici, hein? Oui, ben, il y a plusieurs Américains qui m'ont demandé. Oui. Ouais. Vous n'avez pas voulu? Ils veulent me donner un œuf pour un bœuf. Moi, je vais donner le bœuf, moi. Et ils vont me donner un œuf. Combien est-ce qu'ils veulent vous donner du mètre? C'est pas au mètre. Ça dépend où que le terrain est situé. Mais combien ça vaut ici à peu près le terrain? Ça dépend de où que c'est. Un beau terrain. Un beau terrain, combien ça vaut? Mais il faut voir de ses deux yeux. Là, vous êtes... il y a endroit et endroit. Mais si ce serait pour moi le vendre, je ne le vendrais pas au moins d'1 million de dollars. $1 million? Oui. Gustavia, nom hérité de la présence suédoise, est donc le chef-lieu de ses 23 km² de terre, de ses 50 km de route et de ses 2500 habitants. Un curé, un maire et 2 gendarmes constituent l'autorité morale, légale et administrative de l'île. Saint-Barthélemy vit dans la hantise de l'indépendance de la Guadeloupe. Actuellement, les Noirs atteignent à peine le nombre de 50, ne vivent et ne travaillent qu'à Gustavia. Si demain, la France lâche ce département d'outre-mer, Saint-Barthélemy cessera d'être une île blanche. Les Noirs pourront s'établir ici en toute légitimité. Et Marius, père de 12 enfants, tenancier du seul bistrot de Gustavia, servira le pastis à ses frères de couleur. Marius, seconde personnalité de l'île après Rémy de Hennen, fait à la fois fonction de cafetier et de représentant diplomatique de la Suède. Personne ne sait très bien en quoi consiste cette tâche, mais chacun affecte de le prendre très au sérieux. D'ailleurs, on vient surtout chez Marius pour boire pastis, rhum ou whisky, qui, comme tous les alcools, coûte 3 fois rien.
À supposer qu'ils viennent à manquer, le chemin n'est pas long jusqu'aux entrepôts de M. Magras. Vous avez à peu près tous les alcools du monde ici, M. Magras. Oui, on est obligé de les avoir du fait que nous avons des touristes qui sont un peu de tous les États, des touristes français, des touristes américains, beaucoup d'Israéliens, enfin habitant les États-Unis, qui vous demandent n'importe quel livre. Alors on est obligé d'avoir une agglomération, d'amalgamation plutôt de, je sais pas, de 200 ici, donc je dois en avoir 250 ou 300 différentes qualités. Même des alcools suisses, j'ai vu. Oui, on en commande chez vous. Mais enfin, il n'y a pas que les touristes qui vous achètent vos alcools, non? C'est-à-dire, pour nous, le mot touriste n'est pas toujours celui qui est en bateau de croisière ou sur un yacht de milliardaire. N'importe qui passe à Saint-Barthélemy, pour nous, est un touriste. Il peut être un de ces pauvres Anglais qui a le fork des Français qui nous achète une bouteille de rhum ordinaire, ou alors celui qui nous achète du champagne d'Empérignan. Et tout, pour nous, nous vivons des gens de passage. La consommation locale se limite à un peu de whisky, et de la bière, beaucoup de bière, et un peu de champagne et du vin. Mais alors les autres alcools, c'est plutôt les gens de passage qui les achètent. Mais les mauvaises langues prétendent qu'il y a des bateaux qui, le soir, ici, partent discrètement bourrés de bouteilles de whisky. Ceci est vrai parce que la contrebande n'existe pas à Saint-Barthélemy, ils ne partent pas le soir. Vous avez de ces îles avoisinantes des petits canots qui viennent, qui vous achètent des whisky, des cigarettes ou autres, à un prix très bas, parce qu'actuellement ils ont baissé les droits de douane dans toutes ces îles afin de mettre un frein à la contrebande. Ils partent ici de chez nous, peut-être, je sais pas, des bateaux partent avec 50 caisses de whisky, 25 caisses de bière, 10 caisses de cigarettes. Mais pour nous, ce n'est pas de la contrebande, nous sommes un port franc. Bien sûr. Nous leur vendons ce qu'ils veulent acheter. Il n'y a pas de douanier. C'est bien aux gendarmes de leur demander leur passeport, pas à nous. Et puis on n'a pas à leur demander où ils vont avec. Donc s'ils se font pincer chez eux, ça c'est leur problème. Mais je crois que chez eux quand même c'est assez large, sans quoi... Mais de dire qu'il y a une exportation de whisky dans des îles très éloignées, non, ça n'existe pas. On a parlé de Venezuela, on a parlé de la Jamaïque, on a parlé de tout ça c'est faux. Saint-Barthélemy exporte pour le moment. Quand je dis exporte, non. Quelques clients viennent acheter des îles avoisinantes s'échelonnant des Grenadines à Anguilla, par exemple. À part le whisky, ce que vous avez comme produit? Vous avez des produits qui viennent du monde entier, non? Ici, j'importe, moi, personnellement, que dans les branches, je suis à peu près dans toutes les branches sauf l'alimentation, j'importe du monde entier. J'importe aussi bien de Hong Kong, du Japon, de Chine, de Corée du Sud, de Taïwan. J'importe des articles du Mexique et puis de l'Europe. Je reviens d'Europe, justement. J'ai passé un mois là-bas à faire des achats en Hollande, Belgique et France. Enfin, tout ça, ça doit tout de même se vendre à quelque part, ça ne peut pas se vendre seulement ce sont des investissements faits dans l'espoir, nous sommes axés sur le tourisme, dans l'espoir de vendre à ceux qui passent. Quand je représente, par exemple, de chez vous, je représente la maison Omega. Dites pas les noms. Enfin, quelques maisons de chez vous, où je vends leur montre ici, j'en vends bien aux gens de Saint-Barthélemy, mais j'en vends aussi également à ceux qui passent. Donc pour toutes les marchandises, c'est la même chose. Nous achetons, puisque nous n'avons pas de barrière douanière, nous recherchons les marchés. Et où le marché nous offre plus de satisfaction, c'est là qu'on achète. Il est bien évident que s'il n'avait que des touristes comme clients, ce commerçant ferait faillite, car le tourisme de masse n'est pas encore un phénomène qui pointe à l'horizon de Saint-Barthélemy. Les plus malins des Saint-Bar ont compris depuis un certain nombre d'années tout le profit qu'on pouvait tirer d'un territoire au statut de port franc où tout peut sortir et entrer sans contrôle. Et parmi les Saint-Bar qui ont compris, Rémy de Hennen ne fut pas le dernier. Contrebandier en gros, il détient le record national de l'amende douanière, 1,250 milliard de francs légers. Il peut d'ailleurs encore inscrire sur sa carte de visite sauvetage politique en tout genre, c'est-à-dire qu'avec son avion, il soustrait à leurs ennemis, lorsque la situation devient tangente, chefs d'État et ministres des Caraïbes et d'Amérique centrale. Pratiquant le tarif unique, c'est-à-dire le 10% de la cargaison embarquée, ces opérations sont fructueuses,
vu qu'il est rare qu'un ministre détale sans emporter la caisse. D'origine hollandaise, maire et conseiller général, bête noire du gouvernement français, il est connu dans toutes les Caraïbes. Mais sur certains sujets, il est discret et pratique volontiers l'euphémisme. Vous-même, vous êtes arrivé ici à quelle année? Moi, je suis pour la fois aux Antilles, j'étais navigateur à la Transat. Je suis venu en croisière avec des bateaux. Puis ça m'a plu. Être marin à la compagnie transatlantique, c'est monotone. Faire toutes les semaines le Havre-New York ou tous les mois le Havre-les Antilles, c'est monotone. Alors j'ai préféré armer avec des amis un bateau d'études pour les pêches. Et c'est comme ça que j'ai venu aux Antilles, juste avant la guerre. Et puis la guerre, la façon dont elle s'est orientée pour la France et les îles françaises d'Amérique, je suis resté par ici. Vous êtes capitaine de formation? Je n'ai pas continué mes études, j'étais lieutenant au long cours et je suis capitaine au grand cabotage colonial, ce qui est équivalent de capitaine de grand cabotage en France. Vous appartenez un petit peu à la légende là, dans les Antilles françaises. On dit que vous êtes le dernier corsaire des Caraïbes. Oui, il y a beaucoup d'exagérations. Vous savez, pas que dès que quelqu'un fait quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, on brode tout de suite. Il ne faut pas exagérer. Qu'est-ce qui sort de l'ordinaire chez vous? Bon, simplement le fait d'avoir choisi de vivre par ici sans y être né, d'avoir des bateaux, d'avoir démarré l'aviation dans les îles, etc. Quand on vit dans un port franc comme Saint-Barthélemy, Oui. c'est difficile d'échapper au métier de contrebandier. Mais c'est assez curieux, je vous dirais que dans un port franc, on ne peut pas être contrebandier puisque c'est port franc. Non, mais on Ce peut sont les partir. gens. Oui, mais c'est plutôt les gens d'ailleurs qui viennent s'approvisionner. Autrefois, au temps de la prohibition américaine, les contrebandiers de Porto Rico et d'Amérique venaient jusqu'ici acheter des liqueurs et du rhum, etc. Et actuellement, les trafics qui se font sont surtout des gens des îles anglaises, du Venezuela et d'ailleurs, qui viennent acheter. Et les gens de Saint-Barthélemy ne font pas de contrebande, ils fournissent les contrebandiers. Il n'y a pas de petites embarcations qui partent le soir comme ça, clandestinement, appartenant à des Saint-Barth? Oh non, non. Donc, comme ils font un peu de concurrence, les commerçants, parfois, ils chargent la nuit pour que le concurrent ne voit pas ce qu'ils ont vendu. Là. Le bateau, mais enfin, dans l'île même, il n'y a pas de contrebandiers, je dirais, professionnels. Il y a des trafiquants professionnels qui fournissent les contrebandiers d'ailleurs.